Bonjour à toutes et à tous. Je remercie également les organisatrices de cette manifestation pour l'invitation qui me permet donc de parler d'un outil méconnu, l'article L211-12 du Code de l'environnement. Alors, voilà, moi j'ai appelé cette communication un outil donc sous-exploité de maîtrise de l'espace fluvial, sachant que c'est un outil donc qui s'inscrit dans une partie du Code de l'environnement sur la protection des milieux aquatiques. Donc, c'est un outil de protection du bon fonctionnement de l'écosystème fluvial. En tout cas, c'est théoriquement, au moins, sur le papier, puisqu'il est très peu utilisé. Alors, oula, j'ai dû faire une bêtise. Alors, je pense que c'est avec les flèches qu'on fait. Voilà. Alors, brièvement, un petit historique de cet article qui est né dans, en tout cas, une de ces deux premiers points de la loi risque du 30 juillet 2003. Premier élément, c'est donc la servitude de surinondation, qui s'appelle en réalité dans le texte servitude de rétention temporaire des eaux de crue et de ruissellement. Donc, c'est le volet lutte contre les inondations de l'outil, qui vise donc à soumettre les riverains à une obligation de recevoir des eaux sur leur territoire, donc subir une inondation de leur terrain, à des fins de décrètement des crues, de rétention dynamique des crues. Deuxième aspect, c'est la servitude de mobilité, qui vise, quant à elle, à imposer aux riverains l'érosion latérale de leur berge, donc de perdre une partie de leur sacro-sainte propriété privée au profit du bon fonctionnement de l'hydrosystème fluvial. Il faut savoir que ce texte était une reprise d'un projet de loi initial porté par Dominique Voynet, dans lequel la SFDE, donc la Société française pour le droit de l'environnement, dans sa section Rhône-Alpes, d'où l'acronyme affreux SFDE-RA. Donc, moi, j'étais jeune doctorante et j'étais membre de la SFDE et on avait été associé à la rédaction d'un projet de loi, voilà, en tout cas d'une partie du projet de loi Voynet. Et l'objectif qu'on nous avait demandé d'atteindre, c'était à la fois de prévenir les inondations, mais également d'améliorer la préservation du fonctionnement de l'hydrosystème fluvial. Alors, ce système avait été construit en s'inspirant d'une loi, alors la diapo n'est pas complète, mais une convention internationale entre la France et l'Allemagne a été mise en œuvre par une loi de 1991 et on s'était inspiré de cette loi de 1991 pour construire cet outil. Voilà. Sauf que, je le précise parce que c'est important, vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard, mais je vous le dis tout de suite, dans cette loi, et en raison de l'historique de ce texte, les indemnisations étaient à la charge de l'Allemagne, ce qui facilitait grandement la mise en œuvre du dispositif, tandis que dans le dispositif que nous avons ensuite instauré, eh bien, c'est à la charge des autorités françaises. C'est peut-être ce qui explique qu'il n'ait pas été mis en œuvre, finalement. C'est très probablement ce qui explique. Ce n'est pas la seule explication, mais ça fait partie des explications. Ensuite, la loi sur le développement des territoires ruraux, que vous avez évoqué également, a ajouté à ces deux objectifs un troisième objectif qui est la protection des zones humides. Alors, pas n'importe quelles zones humides, les zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau, et donc auxquelles que l'on peut soumettre à ce régime de servitude. Et là, évidemment, l'objectif de la servitude est, à ce moment-là, de préserver ou de restaurer ces zones humides. Alors, la question qu'on peut se poser vis-à-vis de cet outil, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il peut œuvrer pour dédier, pour vouer la maîtrise de l'espace fluvial au respect du bon fonctionnement de cet espace fluvial, entendu comme un écosystème, parce qu'évidemment, la maîtrise de l'espace fluvial, ça peut servir à bien d'autres fins, d'exploitation, d'aménagement. Là, l'idée, c'est comment est-ce que ça peut servir à la protection des écosystèmes aquatiques. Alors, je vais d'abord vous développer en quoi c'est un outil au service du bon fonctionnement de l'espace fluvial et d'abord de quel bon fonctionnement s'agit-il. Eh bien, d'abord parce que ça traduit et donc ça prétend protéger, l'outil prétend protéger
La dynamique fluviale, enfin, le fonctionnement des cours d'eau présente plusieurs caractéristiques, mais il y en a une en particulier qui est la dynamique donc de débordement, hein, c'est ce qu'on appelle la dimension transversale du fonctionnement de l'hydrosystème fluvial. Donc, il y a une dynamique de débordement, une dynamique hydrologique, et puis il y a une dynamique sédimentaire aussi qui est là davantage longitudinale, mais aussi transversale, hein, puisqu'il y a des apports en matériaux, et ces matériaux sont ensuite charriés par le cours d'eau. Donc, c'est cet aspect-là, déjà, de traduction du fonctionnement de l'écosystème fluvial. Et puis, il y a aussi, c'est l'ajout, la protection des zones humides alluviales. Mais en réalité, tout est lié, hein, parce que quand vous préservez la dynamique de débordement, évidemment, ça protège la zone humide alluviale. Enfin, tout est lié. Alors, voilà, je fais évidemment aucune photo dans ce diaporama, que du texte, et parfois un peu trop de texte. Vous avez échappé au pire, j'avais essayé de faire une diapo qui retraçait l'intégralité de l'article 211-12, mais police 5 pour le faire tenir, donc j'ai renoncé. Mais je me rends compte que, voilà, peut-être qu'à l'écran, c'est mieux qu'à l'écran quand même, finalement. J'espère que vous avez de bons yeux quand même. Donc, 3 servitudes. La première, la servitude qu'on appelle de surinondation comme un raccourci, mais son vrai nom, c'est rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement. Donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'imposer en partie, à un agriculteur, évidemment, et pas dans des villes, hein, c'est dans des zones rurales qu'on impose le débordement de l'eau ponctuellement. Évidemment, ça entraîne des pertes de culture, mais c'est pour éviter l'inondation de zones urbaines en aval. Voilà, donc ça, c'est l'objectif poursuivi. Et concrètement, en quoi consiste l'outil? Eh bien, dans ces zones, le préfet va pouvoir, par un arrêté préfectoral, obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. Concrètement, quand on a une vanne qui s'ouvre pour laisser passer l'eau, eh bien, on interdit d'entraver l'écoulement de l'eau en remblayant ou en bloquant la vanne. Voilà, très concrètement, c'est ça. Alors, techniquement, d'un point de vue juridique, on impose donc, le préfet peut, hein, s'il décide de recourir à cet outil, il peut mettre en place un système de déclaration préalable des travaux qui sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement des ouvrages. Voilà, donc il va pouvoir imposer une déclaration préalable à tous les travaux qui peuvent nuire au fonctionnement de l'ouvrage et il pourra s'opposer, hein, c'est évidemment ça qui est important, parce que la déclaration, c'est bien, mais le préfet va pouvoir s'opposer pendant un certain temps à la réalisation des travaux et les travaux ne pourront pas commencer tant que ce délai n'aura pas expiré. Alors, le but, c'est donc bien de restaurer des connexions entre le lit mineur et le lit majeur. Alors, évidemment, on veut retenir les crues, mais la conséquence, c'est quand même de restaurer une inondation de terrain, donc de restaurer éventuellement leur caractère humide avec tous les écosystèmes associés. Et donc, il y a un but anthropique, mais aussi un but écologique. Et d'ailleurs, je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que j'avais prévu de vous dire, donc je vais abréger quand même, mais je pourrais transmettre le PowerPoint qui sera plus complet que mon propos. En réalité, quand on s'est inspiré du système mis en place dans le Rhin, pour ceux qui connaissent, la réserve naturelle d'Erstein a bénéficié de ce système puisque, justement, au titre de cette loi de 91, on avait prévu la possibilité d'inonder la réserve naturelle d'Erstein, donc vraiment une finalité écologique, même si la faune n'a pas tellement apprécié la première inondation, puisque déshabitués à l'inondation, les grands mammifères se sont noyés. Pas de chance pour un système de protection de l'environnement. Mais bon, bref, passons. J'espère que depuis, ils se sont réhabitués au phénomène d'inondation. Parce qu'en réalité, on ne mettait pas en œuvre l'outil de crainte. Vous savez, c'est le problème, hein, c'est one shot. Hein, quand vous ouvrez la vanne, une fois qu'elle est ouverte et que le champ est inondé, vous ne pouvez pas écrêter la crue d'après. Donc, il y a toujours eu une retenue à ouvrir la vanne. Ce qui fait que les animaux ont eu le temps de se déshabituer à l'inondation. Voilà. Bon. Voilà. Alors, le problème, évidemment, c'est que quand c'est un champ de maïs, ça va.
Mais quand c'est des cultures maraîchères à plus haute valeur foncière, évidemment, ça pose plus de problèmes puisqu'il va falloir indemniser les agriculteurs inondés. Donc, c'est un obstacle, évidemment. Servitudes de mobilité, qui sont inspirées d'un concept mis en place par Monique Coulet, qui était elle parlait de restaurer l'espace de liberté des cours d'eau. Ça n'a pas plu du tout au législateur qui a préféré l'espace de mobilité, puisque bien sûr, seuls les êtres humains sont libres et les cours d'eau, non. Donc, les cours d'eau sont mobiles. Voilà. Donc, servitude pour préserver l'espace de mobilité des cours d'eau. Donc là, l'objectif, c'est de permettre une translation latérale du cours d'eau dans son espace de mobilité. Le but étant de restaurer des apports solides dans le lit mineur pour éviter l'incision du lit mineur. Je ne sais pas si vous avez tous à peu près des connaissances dans ces domaines-là, mais voilà. Enfin, l'idée, c'est donc de restaurer des caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques essentielles au bon fonctionnement du cours d'eau. Le projet de loi Voynet avait une troisième finalité, donc ce n'était pas seulement hydrologique et géomorphologique, mais c'était aussi les caractères écologiques, qui ont été supprimés au motif que le but de la loi risque, c'est de prévenir les risques et pas du tout un but écologique. Hein, vous souvenez-vous, il y a eu un projet de loi Voynet qui avait plusieurs finalités et le projet de loi risque, lui, était plus ciblé sur la prévention des risques. Et donc, on a jugé, enfin, à mon avis, de façon tout à fait contestable, mais il a été jugé en tout cas que la vocation écologique n'avait rien à faire dans une loi risque. Mais c'est pas très grave, puisque finalement, quand vous restaurez les caractéristiques hydrologiques, géomorphologiques, eh bien, le caractère écologique suit, hein, de facto, même si ça empêche de poursuivre cette fin exclusivement si ça se présente. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Donc, dans ces zones, eh bien, qu'est-ce qu'on va interdire? Eh bien, ce sont les travaux de protection de berges, les remblais, enfin, tout ce qui va gêner la translation latérale du cours d'eau et l'érosion, hein, donc les enrochements en particulier, mais les endiguements, etc. Et là encore, on a un système de déclaration préalable auprès du préfet, avec une délimitation, bien sûr, de l'espace de mobilité, hein, pour asseoir la servitude, hein, évidemment. Donc, système de déclaration préalable, système de possibilité pour le préfet de s'opposer aux travaux. Et donc, le but, c'est de rétablir des processus sédimentaires. Et là, encore une fois, pour raccrocher avec le but de protection des écosystèmes aquatiques, eh bien, on traduit la dimension transversale de l'hydrosystème fluvial, hein, lit mineur, lit majeur, mais aussi la dimension longitudinale, amont, aval. Les dernières servitudes, ce sont les servitudes des zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau. Le but poursuivi, c'était de protéger donc ce patrimoine extraordinaire que sont les zones humides, sachant que ce n'est pas un outil prévu pour n'importe quelle zone humide, mais spécifiquement pour les zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau. Donc, ce sont des zones humides particulières parmi toutes les zones humides. Ce sont les zones humides qui ont pour but donc la préservation ou la restauration, dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux du SDAGE, donc du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. En gros, c'est pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur l'eau, hein, de bon état écologique des masses d'eau. Et dans ces zones-là, le préfet va pouvoir, par arrêté, obliger les propriétaires et les exploitants, eh bien, à ne pas réaliser des travaux qui vont nuire à la conservation de la zone humide, tout simplement. Donc, on pourra interdire le drainage, le remblaiement, le retournement. C'est ou le retournement et pas le retournement, bien sûr. Et là, eh bien, c'est la dimension transversale, hein, qu'on restaure, mais aussi la dimension verticale. C'est la troisième dimension spatiale de l'hydrosystème fluvial, hein, dimension donc entre la surface et le dessous, et donc la nappe alluviale d'accompagnement en l'occurrence. Alors, après avoir décrit l'outil, je vais vous décrire en quoi il est sous-exploité. Alors, pourquoi est-il sous-exploité? D'abord parce qu'il est méconnu. Donc, je suis assez contente de pouvoir faire sa promotion aujourd'hui. Il le sera peut-être un peu moins demain. Il est connu en tout cas en Mayenne. Alors, c'était pas du tout prévu, mais je vais vous donner un exemple pris en Mayenne. Voilà. L'un des bons élèves, l'un des départements bons élèves. Donc, un outil qui est méconnu, un outil qui suscite l'opposition des populations locales, parce qu'évidemment, ça vient
limiter un peu la toute-puissance du propriétaire, mais vous allez voir que ça n'est pas sans réparation assez large, sans indemnisation assez large. Et c'est d'ailleurs le dernier point faible, en tout cas le dernier argument contre l'outil, c'est que le système d'indemnisation prévu pour les riverains et les exploitants est tellement avantageux qu'il est, à l'inverse, extrêmement dangereux ceux qui doivent en assumer la charge financière, c'est-à-dire les collectivités locales ou l'État. Je vais vous expliquer dans un instant. Évidemment, c'est un gage d'acceptabilité sociale. Pourtant, visiblement, ça ne marche pas tant que ça, puisque l'outil n'est tout de même pas accepté sur le terrain. Et donc, d'un côté, on a des populations locales qui continuent de ne pas en vouloir, et de l'autre, on a des pouvoirs publics qui hésitent à l'utiliser parce qu'il fait peser une menace extrêmement lourde sur les finances locales en particulier, parce qu'a priori, c'est quand même plutôt les collectivités locales qui vont demander l'institution de ces outils. Je vais vous expliquer comment fonctionne le système d'indemnisation. Donc, le résultat, eh bien, c'est que le dispositif reste très anecdotique dans sa mise en œuvre, inversement proportionnel à la taille de l'article, donc dans le Code de l'environnement. Alors voilà, encore une diapo un peu chargée, qui vous explique le système d'indemnisation. Ça montre quand même que le système était assez bien pourvu. Alors, je vais passer brièvement, je ne me rends absolument pas compte du temps que j'ai passé, sans doute déjà beaucoup trop. Oui, voilà, donc je vais passer vite sur le modèle Rénan qui a inspiré le système, mais vous comprendrez en le lisant, peut-être pour ceux qui s'intéressent et qui auront accès au diaporama, que c'est vraiment très, très calqué sur le système qui a été mis en place par la loi de 91. Donc, avec un système d'indemnisation généreux, mais comme je vous l'ai dit en introduction, qui pesait sur l'Allemagne à l'époque et pas sur les contribuables français. Alors, quel est le système du L211-12 D'abord, qui a l'initiative du dispositif? Eh bien, ça peut être l'État ou une collectivité locale, ou ses groupements, dès lors que ces collectivités locales ont un intérêt à avoir la servitude instaurée. Alors, quel est l'intérêt pour les collectivités locales? Bien évidemment, quand vous êtes une commune soumise à des risques d'inondation, vous avez intérêt à ce que l'écrêtement des crues se fasse en amont, donc c'est plus sur son territoire, donc elle ne peut pas le faire d'elle-même. Et de la même façon, l'incision du limineur, contre lequel la servitude de mobilité veut lutter, cette incision du limineur, évidemment, c'est pas en rechargeant dans la commune que vous allez remplir le limineur. Il faut recharger très en amont pour que ça sédimente ensuite soit transporté dans le cours d'eau en aval. Donc, agir sur le territoire de la commune n'a aucun intérêt pour la commune qui subit le risque. Donc, une commune ou un groupement de communes peut demander à l'État, seule habilité à instaurer la servitude, au préfet en réalité, de l'instaurer. Mais si jamais la commune demande, c'est elle qui paye. L'État peut de lui-même instaurer la servitude aussi. Clairement, on ne s'est pas jeté sur l'outil. Alors, ça c'est pour les deux premières, mobilité sur inondation, et puis pour la servitude pour les zones humides, eh bien, c'est aussi l'État qui a l'initiative, puisque la zone humide doit être délimitée dans le SAGE, et le SAGE est approuvé par arrêté préfectoral, donc bon, c'est quand même un peu l'État qui est quelque part dans l'histoire. Alors, indemnisation de qui? Du propriétaire pour tous les dommages subis, donc perte de terrain, perte de culture, etc., perte de valeur vénale, voilà. Les occupants également, puisque les occupants qui peuvent ne pas être propriétaires, en particulier les titulaires de baux ruraux, eh bien, vont pouvoir avoir des dommages touchant les récoltes, notamment les cultures, le cheptel, mais aussi des véhicules terrestres, des bâtiments, voilà. Donc, eux aussi peuvent être indemnisés. Évidemment, déduction faite des préjudices dont ils sont la cause par faute ou négligence, évidemment. Si on vous avait demandé de ne pas faire stationner votre matériel agricole, vous ne pourrez pas ensuite demander réparation de l'intégralité de la perte du matériel agricole, évidemment. Non seulement il y a une indemnisation des dégâts occasionnés par la servitude elle-même, mais il y a aussi un droit de délaissement. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit de délaissement pour ceux qui ne sont pas familiers? C'est l'expropriation à l'envers. C'est le propriétaire qui exige de l'État le rachat de sa parcelle.
Donc, ça peut être très coûteux. Hein. Enfin, quand je dis de l'État, ce n'est pas forcément de l'État, ça peut être justement de la collectivité locale qui a demandé l'institution de la servitude. Puisque tout ce système d'indemnisation est à la charge de celui qui demande l'institution de la servitude. Si c'est une commune, ben, ça va peser sur le contribuable communal, exclusivement. Si c'est l'État, évidemment, ça coûtera moins cher à chacun, puisque ce sera dilué dans tous les contribuables nationaux. Donc, le droit de délaissement est reconnu aux propriétaires non seulement du terrain grevé de servitude, c'est-à-dire du terrain qui est situé dans l'espace délimité, hein, espace de mobilité par exemple, non seulement de ce terrain, mais également de ces autres terrains qu'il ne peut plus exploiter dans les mêmes conditions. Ce qui, si vous voulez, pour celui qui demande l'institution de la servitude, c'est une menace encore plus grande parce qu'il ne sait même pas. Alors déjà, s'il imagine devoir racheter tous les terrains grevés de servitude, ça peut être extrêmement vaste, mais en plus, il ne peut pas anticiper exactement parce qu'il ne sait pas quels sont les autres terrains que l'exploitant ne pourra plus exploiter de la même façon. Donc, il y a un véritable problème d'anticipation du coût et vraiment d'incertitude. Ce droit est reconnu pendant 10 ans. Donc, le propriétaire peut dans un premier temps, ou l'occupant peut le propriétaire en l'occurrence, peut dans un premier temps demander une indemnisation pour les pertes, puis ensuite, il peut demander quand même le rachat, le délaissement, exercer son droit de délaissement. Alors évidemment, on ne va pas ajouter, hein, puisqu'on va déduire du rachat de la parcelle ce qui a déjà été versé au titre de l'indemnité, mais enfin quand même, vous voyez bien que ça met les collectivités locales dans un certain inconfort. Et donc, l'indemnisation et le droit de délaissement sont financés par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. En plus, l'arrêté préfectoral, donc là, vous voyez comme c'est un système de déclaration préalable hein, pour des travaux à venir, mais en plus, le système permet d'agir sur l'existant puisque l'arrêté préfectoral va pouvoir identifier les travaux à mener pour permettre l'exercice de la servitude. Et par exemple, moi, l'exemple que je donne souvent, et je pensais qu'il en serait peut-être question dans la première présentation, c'est par exemple peut-être mettre des bâtiments sur pilotis pour permettre l'inondation du terrain, hein, comme une possibilité de concilier à la fois l'occupation humaine et l'inondation. Donc voilà, quand il faut financer des travaux sur l'existant, eh bien, ça aussi, ça rentre dans le dispositif avec le même système d'indemnisation, donc ça peut coûter aussi extrêmement cher. Donc, c'est une menace importante pour les finances locales. Il y a une possibilité aussi, pour terminer, les collectivités locales qui ont acquis des terrains dans ces zones vont pouvoir prescrire aux preneurs hein, d'un bail rural, lors du renouvellement ou de l'établissement du bail, des modes d'utilisation du sol qui concilieront l'exploitation du terrain avec l'objet poursuivi par les servitudes. Alors, le dispositif est utilisé, mais de façon assez anecdotique. Comme vous avez compris que ça se passe au niveau des préfectures, donc c'est une recherche extrêmement chronophage. Donc, j'ai fait travailler mes étudiants de Master 2 sur cette question. Et je leur ai demandé, il y a 2 ans, de faire, de mener une enquête de terrain. Et donc, ils ont envoyé des 97 formulaires au DDT. Ils n'ont obtenu que 20 réponses, dont 18 pour dire qu'on ne connaissait pas du tout l'outil et qu'on n'avait jamais utilisé. Donc, c'est pour vous donner une idée. Donc, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 2 départements qui utilisent l'outil, puisque vous allez voir. Donc, ils ont quand même trouvé, en recherchant sur Internet, pour l'essentiel, puisqu'on ne leur répondait pas, 15 arrêtés. Je dois dire que la Mayenne avait répondu. 15 arrêtés qui donc instituaient exclusivement des servitudes de surinondation. C'est la seule servitude de ces 3 qui a été utilisée à ma connaissance et compte tenu des informations qu'on a bien voulu nous communiquer. Hein. Donc, je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais quand même, on a essayé. Répartis sur 13 départements, donc certains qui n'ont pas répondu ont pourtant utilisé l'outil. Et donc, c'est seulement pour la lutte contre les inondations. Donc, c'est seulement la première. Et puis, il y avait 3 projets au moment hein, de l'étude, donc c'était il y a 2 ans. Je n'ai pas vérifié si ces projets avaient été finalement concrétisés, mais voilà. Donc, aucune servitude de mobilité ou aucune servitude de zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau. Et l'exemple que je donne, c'est justement, il est pris en Mayenne, dans le bassin de Doudon, avec un protocole d'indemnisation qui prévoyait donc 10%, c'est pour vous donner une illustration quand même de la charge que ça peut
constitués pour les collectivités locales, donc 10% de la valeur vénale pour les propriétaires, des indemnités de privation de jouissance, les travaux d'adaptation sur l'existant donc étaient intégralement pris en charge par le syndicat qui était en charge de cette question-là. Et il y avait aussi des indemnisations pour les dégâts causés par le remplissage donc de la zone, donc pour la surinondation elle-même. J'ai terminé. La liste des arrêtés, pour ceux qui ont de bons yeux, voilà, qui n'est pas totalement exhaustif puisque les étudiants ont, entre le moment où ils ont fait leur recherche et le moment où ils ont rendu, il y a des documents qui avaient disparu d'Internet. Donc, il n'y a pas toute la liste, mais voilà, on est terminé.